Bonjour à tous, moi je m'appelle Eric Duchesne. Bonjour, moi c'est Aline Parot. On est tous les deux chercheurs, enseignants-chercheurs à l'université de Lyon 1. On fait des mathématiques et de l'informatique et en fait on étudie les jeux. Donc on voulait vous montrer un petit peu ce qu'on fait sur les jeux, qu'est-ce que font les chercheurs autour des jeux. Et bah on va prendre un exemple de jeu, par exemple le morpion. Le morpion. Tout le monde connaît. Ouais. Donc on va voir qu'est-ce que nous en tant que chercheurs on peut vous dire sur le morpion. C'est parti, on fait une partie. On fait une partie. Donc le morpion il se joue sur une grille 3 par 3. Il y a 2 joueurs. Croix. Je te propose, moi je prends les croix. Ok, donc je prends les ronds. Allez, j'ai choisi le symbole, tu peux commencer. C'est parti. Bon, j'aime bien jouer au milieu pour commencer, c'est plutôt cool. Donc le but c'est d'aligner 3 symboles identiques, soit en ligne, soit en colonne, soit horizontalement. Donc là pour bloquer Eric, je suis obligé de jouer ici. Ah, je vais tenter une diagonale là, j'ai le droit de faire en diagonale. Donc là je suis obligé de jouer ici pour empêcher Eric de gagner. Là je suis obligé de jouer là. Bon, ça se Et finit là, comment ça bah, La partie elle a fini en partie nulle. ouais, personne n'a gagné. Peut-être qu'Eric aurait pu mieux s'y prendre pour essayer de gagner, on recommence. Ouais, on en refait une. Allez vas-y recommence encore, je te laisse une autre chance. Bon, peut-être que cette fois-ci je vais jouer dans le... comme ça ici là. Mhm. Je vais jouer au centre. Tu me laisses cette possibilité, regarde, je vais tenter... qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer ça. Bon bah je t'empêche. Voilà, je suis obligé de te bloquer ici. Moi je suis obligé de te bloquer là. Moi, je suis obligé de te bloquer là. Je suis pas sûr que ça change Ouais, grand bon, chose. il va pas se passer grand chose là non plus. Bon bah encore une partie nulle. Bon, ça a pas l'air super intéressant comme ça, comme jeu là. 2 parties nulles. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre un peu plus intéressant? Moi, je sais pas, un truc qui marche bien, c'est que effectivement, si on agrandissait le plateau, parce que là, en fait, c'est tellement petit, une grille 3 par 3 qu'il se passe pas grand chose quoi. On a l'impression. On est vite bloqué quoi. Ok, bah essayons de jouer sur plus grand. Donc du coup, on doit toujours en aligner 3. Ah bah, on reste sur cette idée-là, on doit en aligner 3. Ok. Ah ouais. Allez, vas-y, commence. Donc on suppose Ça qu'on a une suit, grande hein. grille. Alors attention. Je sais pas pourquoi là, je suis un peu plus confiant. Bon. Mettons que je joue là. Hop, je joue là. Aïe. Là, je sais que je vais perdre parce qu'en fait, 2 alignés, et que je joue en haut ou en bas, il va pouvoir en aligner 3 juste ensuite. Hop. Donc ça, c'est un petit peu trop facile pour Eric. Bon, un truc qui est logique, c'est qu'on dit qu'est-ce qui se passe si on en aligne 4? Ok, allez, vas-y. Moi je peux essayer ça. Bon, moi, je sais qu'il faut pas qu'il en aligne 3 de suite avec aucune extrémité. Ouais, je peux essayer, je sais pas trop quoi. Je peux essayer sur une diagonale là. Bon, ça a l'air moins facile quand même, hein. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop comment m'y prendre. C'est pas clair. Ouais, bah alors là, c'est sympa parce que Ah zut, moi, je vais c'est pouvoir pas très faire. bien joué. C'est vrai, c'est vrai. On est c'est vrai. honnête. Bon, c'est pas très clair. J'aurais peut-être dû te bloquer, peut-être j'aurais dû faire autrement. Je pense qu'il y a moyen que je gagne là-dessus quand même. Bah, donc dans cet exposé, en fait, on va essayer de comprendre quand est-ce qu'un des joueurs peut gagner, est-ce qu'on peut tout le temps gagner, est-ce qu'on va toujours pouvoir faire un nul, à travers l'exemple du morpion, puis aussi de ce jeu-là. On va essayer de vous expliquer un petit peu ça et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire comme mathématiques et comme informatique sur ces jeux-là. Alors comment on fait pour étudier ces jeux? On va revenir sur l'exemple du morpion. Et on va voir déjà sur le morpion comment on fait pour étudier ce jeu-là. Et est-ce que c'est vrai que, par exemple, on peut toujours avoir une partie nulle? Est-ce que un joueur, le premier joueur et le deuxième joueur peuvent s'assurer la partie nulle? Donc comment on fait pour étudier le morpion? En fait, une manière un petit peu naturelle, c'est d'étudier toutes les positions possibles, tout ce que va faire le jeu, tout ce qu'on va pouvoir avoir comme position pendant le jeu. Donc on part de la grille vide comme ça. Et donc après le premier coup, donc là c'était Eric qui jouait avec les ronds. Qu'est-ce qu'il a comme possibilité de jeu, Eric, en fait? Si on regarde bien avec les symétries, il n'y a que 3 coups possibles. On peut jouer soit dans un coin, soit au centre, soit au milieu, d'un côté. Donc ça fait ces 3 coups-là. Puis ensuite, on peut continuer. Moi, c'est à moi de jouer maintenant. Qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Par exemple, dans le premier cas, j'ai 5 possibilités à symétrie près. Je vais pouvoir jouer juste dessous, dans le coin en bas, au centre, au milieu du côté bas, et puis en diagonale. Et on peut faire pareil pour le deuxième et le troisième coup. Donc là, on en est au deuxième niveau, quand on a joué 2 coups. Et en fait, on peut continuer à faire ce qu'on appelle un arbre de jeu, comme ça. Donc on peut continuer à le faire, et on va pouvoir lister comme ça toutes les parties possibles, tous les coups possibles.
Donc ça va nous donner quelque chose qui va être très gros. Là, je ne sais pas embêté à le dessiner, mais ça va s'arrêter à un moment donné parce qu'à un moment donné, on va avoir rempli toute la grille. Donc on va arriver au dernier étage comme ça, toute la grille. Donc on peut s'imaginer, si on a une très très grande feuille de papier, on va pouvoir écrire tout ça. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a une vision globale de tout le jeu, possible de tout ce qui a pu se passer pendant le jeu. Donc on va faire un petit zoom pour comprendre après comment on fait là, sur la fin d'une partie. Donc là, on a la grille en haut, il faut imaginer qu'on en est à ce niveau-là, et du coup, c'est au tour de Ron de jouer, parce que c'est Ron qui a commencé. Donc au tour de Ron de jouer, là, il a plus que 3 possibilités, donc à l'étage d'après, il n'y a plus que 3 étages. À droite, là, on a vu que c'est bloqué, parce qu'en fait, Ron a déjà gagné en en alignant 3, donc du coup, on a arrêté là. Et puis après, voilà, donc on finit l'arbre, et il n'y a plus que 3 niveaux, et à la fin, les grilles sont toutes remplies. Donc une fois qu'on est là, en fait, on va pouvoir regarder quand les parties sont finies, qui a gagné. Donc du coup, on va mettre des petites étiquettes. On va mettre des petites étiquettes jaunes. Et il y a 3 types d'étiquettes. Il y a l'étiquette croix. Ça, c'est quand il y a 3 croix alignées. Ça veut dire que le joueur croix a gagné. Il y a l'étiquette rond. Pareil, quand il y a 3 ronds alignés, ça veut dire que le joueur rond a gagné. Et puis, il y a l'étiquette nulle. Quand la partie est nulle, ni rond ni croix n'a gagné. Donc ça, on peut le faire sur tout le dernier niveau, parce que les parties sont terminées, mais aussi sur les branches qui se sont terminées avant. Et maintenant, on va faire remonter ces étiquettes. Donc, on va regarder une partie de jeu où il n'y a pas d'étiquette et où tout ce on sait toutes les étiquettes qu'il y a ensuite, et on va deviner cette étiquette. Donc là, c'est ce qu'on a fait sur l'avant-dernier niveau. Donc par exemple, bon là, comme il n'y a pas trop le choix sur le dernier coup, c'est complètement déterminé, c'est la même étiquette que juste avant. Maintenant, ça va être un peu plus intéressant, on va remonter. Donc par exemple, sur le premier là, ici, c'est à croix de jouer. Et croix, il a le choix entre 2 possibilités, soit aller vers une étiquette croix, soit aller vers une étiquette nulle. Donc comme croix, lui, il a envie de bien jouer et d'assurer une victoire, forcément il va faire plutôt la croix. Donc en fait, si c'est à croix de jouer et qu'il veut jouer le mieux, donc ce qui est important là, c'est de se dire qu'on essaye à chaque fois de jouer le mieux possible, il va mettre une croix en haut pour gagner. On peut faire pareil à côté. Ici, croix, il a le choix entre donner une partie où Ron va gagner ou bien assurer un nul. Bah, du coup, il va choisir d'assurer le nul. Donc là, il va pouvoir jouer en bas au milieu pour assurer le nul. Et à droite, c'était une partie qui était déjà terminée pour Ron. Et donc maintenant, pour revenir à notre point de départ, là, qui était déjà une partie bien entamée, c'est à Ron de jouer. Ron, il peut choisir entre donner une victoire à croix, avoir un nul ou gagner. Bah, du coup, il va gagner. Ça vous paraissait naturel au départ, mais là, c'est un processus automatique. Et donc, comme ça, on est remonté dans l'arbre. Et maintenant, on sait que dans la partie d'en haut, Ron pouvait gagner en jouant en bas au milieu. Donc là, ça paraît peut-être un peu évident pour vous, mais c'est quelque chose qu'on peut faire de manière automatique et qu'on peut faire en fait sur tout l'arbre. Donc si on revient à l'arbre global, on va pouvoir faire exactement la même chose. Donc on va mettre des étiquettes sur toutes les parties terminées, donc ça veut dire sur tout le dernier étage, et puis aussi un petit peu sur les étages juste avant, parce qu'il y a des parties qui se terminent plus tôt. Et on va pouvoir remonter comme ça à chaque fois, sur chaque étage. Donc à chaque fois on remonte, et en fait on peut remonter quand on connaît tous les coups à jouer, on sait exactement ce qui va se passer, du coup on peut remonter comme ça pour savoir. Et donc du coup comme ça on arrive à notre deuxième étage. Hop, et puis on va pouvoir remonter à notre premier étage. Donc là, en fait, on s'aperçoit qu'on va avoir des nuls. Quel que soit le premier coup de Ron, en fait, Croix ne peut pas espérer autre chose qu'un nul. Même en jouant très bien, il ne pourra pas espérer gagner. Et donc du coup, on peut remonter au premier coup. Là, Ron, en fait, il n'a pas trop le choix, quoi qu'il fasse, ça assurera un nul. Donc en fait, là, c'est une démonstration. Donc sauf qu'on ne nous a pas montré tout l'arbre, mais on pourrait le faire sur tout l'arbre. Une démonstration, une façon de démontrer que les deux joueurs, donc là, comme Ron qui commence... Quoi qu'il fasse, il ne pourra pas faire mieux qu'un nul et Croix ensuite va pouvoir répondre pour aussi assurer le nul. Les deux joueurs, tous les deux, vont pouvoir assurer une partie nulle en jouant de manière optimale. C'est plutôt cool comme méthode, j'ai l'impression qu'on peut faire ça pour plein d'autres jeux, non? Bah oui, on peut faire ça pour plein d'autres jeux. Alors pour quel jeu exactement on peut faire ça? On va regarder ça. Alors Aline, je vais te proposer un petit paquet de jeux que j'aime bien, et tu vas me dire ce que tu en penses, voir si on peut appliquer ta méthode ou pas. Alors, un jeu que j'aime bien. Plusieurs, c'est les dames chinoises. J'aime bien les dames chinoises. Le poker, j'y joue de temps en temps, je trouve ça plutôt cool et tout. J'aimerais bien avoir une solution, une stratégie au poker, ça serait plutôt bien. J'aime bien aussi les jeux avec des dés, du hasard, tout ça. Donc ça peut être juste des jeux type 421, mais des jeux avec des dés, c'est plutôt cool. En ce moment, je joue beaucoup au tarot. Ça, le tarot, si tu as une solution pour le tarot, ça, je suis preneur. Un jeu qu'on aime un peu tous, ça, je pense, le Shifumi. Un marteau, ciseaux, papier, c'est un classique. Les échecs. Ça aussi, j'aime bien les échecs. Et puis un dernier jeu qui est peut-être un peu moins connu de tout le monde, c'est Hex. Alors Hex, je donne juste les règles du jeu, c'est assez simple, hein, c'est un jeu où on pose des pierres, il y a des pierres blanches, des pierres noires, il y a 2 joueurs. Et donc le joueur blanc, il a les 2 côtés là, blancs, le joueur noir, il a les 2 côtés noirs, et puis chacun à tour de rôle pose une pierre.
de sa couleur. Et puis le but de chaque joueur, c'est de faire une liaison, un chemin entre les deux côtés de sa couleur. Donc blanc, là par exemple, il a gagné parce qu'il a réussi à faire un chemin blanc qui va d'un côté vers l'autre. Voilà. C'est parti, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut appliquer ta méthode sur tous ces jeux-là? Bon, je vais t'arrêter assez vite, Eric, hein. C'est pas miraculeux comme méthode, donc il y a quand même pas mal de jeux, ça va pas marcher. Déjà, les jeux où il y a du hasard, on va pas trop aimer. Alors par exemple les dés. Le problème des dés, c'est que du coup, on a plein de coups possibles avec les dés, mais on va pas avoir le choix de quel coup on peut faire. Ça va dépendre du résultat du dé. Du coup, dans notre arbre, on va pas vraiment pouvoir choisir une branche qui pourtant nous aurait arrangé parce que le dé ne nous l'autorise pas. Donc tout ce qui est avec des dés, souvent c'est mal parti. Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. On a un peu le même problème avec le poker ou avec les jeux où il y a des cartes, parce que là on a une information cachée, c'est-à-dire que le jeu de l'autre joueur, on ne le voit pas. Et donc du coup on ne peut pas savoir les options que l'autre joueur va avoir. Donc du coup, une partie de l'arbre comme ça, on ne sait pas ce que va pouvoir faire le joueur, donc on ne va pas pouvoir non plus nous décider. Donc dès qu'il y a une information un peu cachée, comme avec des cartes, comme au poker ou au tarot, je te les enlève aussi. Ok, bon, ça réduit un peu. Alors Shifumi, là on sait exactement les coups que l'autre peut faire, hein, il a que 3 coups possibles, donc ça s'y prête bien, mais le problème c'est qu'on joue en même temps dans Shifumi. Et pourquoi c'est un problème? Alors imaginez qu'on jouait pas en même temps, si un joueur fait d'abord un coup puis après l'autre, ce serait très facile de gagner. Il me montre le point, moi du coup je monte le papier et je gagne. Donc, ce serait pas très intéressant, donc là le principe c'est qu'on joue en même temps et ça empêche d'avoir une stratégie parce que du coup là, les joueurs jouent simultanément, on peut pas faire l'arbre avec les coups l'un après l'autre. Donc Shifumi, non, il n'y a pas de stratégie. Non. En tout cas, pas de stratégie pour gagner à tous les coups. Voilà, donc Bon, il nous alors, reste... les trois là, c'est pas mal. C'est quand même des jeux où toute l'information est connue. Je sais ce que peut faire mon adversaire. Ça va marcher tout ça, non? Voilà, alors c'est pas mal. Le seul bémol, c'est pour les dames chinoises. Donc si tu étais que deux aux dames chinoises, tu joues que contre une personne, ça marcherait. Le problème, c'est quand tu joues à plusieurs aux dames chinoises. Alors le problème de ça, c'est quoi? C'est que, donc, si par exemple, moi je sais que je vais perdre aux dames chinoises, je suis dans une situation où je sais que j'ai pas de coup pour gagner, mais je peux avantager un joueur ou l'autre. Et là, ça va être un choix un petit peu personnel que je vais faire, et du coup, on peut pas vraiment théoriser dessus, parce que ça va dépendre en fait de ce qu'on fait quand on perd. Est-ce que j'aide un joueur ou est-ce que j'aide l'autre? Donc les dames chinoises, dès qu'on joue à plus que deux, non plus. Bon, donc là, il nous reste deux jeux qui sont à deux joueurs. Cette fois-ci, ça doit coller, non? Voilà, ces deux jeux-là, ça me va bien, on peut les garder. Ok, bon, on va voir comment est-ce qu'on peut résumer tout ça. Alors, les points qu'on a vus ensemble, que tu nous as montré, c'est les conditions pour pouvoir appliquer ta méthode, c'est le fait qu'on ait deux joueurs déjà. Donc, on veut des jeux avec deux joueurs. On veut donc aussi que l'information soit totale. Autrement dit, je veux savoir exactement ce que peut faire mon adversaire à chaque fois. Je veux pas qu'il y ait d'informations qui soient cachées. Notamment si tu as des cartes que je vois pas, ça peut pas le faire. Je veux pas de hasard, donc c'est pour ça qu'on prend pas de dés notamment. Et puis aussi une petite propriété dont on n'a pas trop parlé, mais on veut aussi que ça soit fini, que l'arbre soit fini. Autrement dit, on veut pas qu'il y ait une infinité de coups possibles, c'est-à-dire qu'on puisse jouer comme ça éternellement à notre jeu sans jamais s'arrêter parce que la condition de victoire est mal définie. On veut qu'au bout d'un moment, le jeu, quoi qu'il en soit, on veut qu'il s'arrête. Ouais, on veut que ça soit fini dans ce sens-là et aussi qu'il n'y ait pas un nombre infini de coups. En fait, on veut que l'arbre soit fini, l'arbre de jeu. Donc il faut aussi que ça ne s'étende pas, qu'il n'y ait pas un nombre infini de coups possible à faire. Donc dans les jeux qui rentrent dans ces critères, voilà, on en a vu quelques-uns. Là, on a vu les échecs tout à l'heure. Et on a aussi d'autres jeux, les dames, que vous connaissez sans doute. Les dames en font partie. Au milieu, là, il y a Othello, ou le Reversi, il a deux noms possibles. Othello fait aussi partie de ces jeux-là. Et puis un jeu aussi très connu, qui est très très joué en Asie, c'est le jeu de Go. Peut-être que vous ne le connaissez pas tous, mais le jeu de Go, là, avec des pierres noires et des pierres blanches qu'on pose sur un plateau, une grille 19 par 19. C'est aussi un jeu qui rentre dans ce critère-là d'analyse. En tout cas, on peut potentiellement, on peut appliquer ta méthode, Aline. Donc, ce qu'il faut retenir de ce point-là, c'est que pour tous ces jeux-là, avec ces critères-là, en fait, on va considérer que si les deux joueurs jouent de façon optimale, c'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque joueur joue son meilleur coup, nous, ce qu'on sait, c'est qu'avec ta méthode, un des deux joueurs a forcément une stratégie gagnante, ou alors, on sait qu'on a une partie nulle. Les deux peuvent assurer une partie nulle. Mais vraiment, l'idée, c'est de se dire, quel que soit ce que tu peux faire,
bah, moi, si j'ai une stratégie gagnante, je peux toujours trouver un coup qui m'emmène à la victoire. Et dans ce cas-là, on va dire que c'est moi qui gagne à ce jeu-là. Pour le morpion, on a vu ensemble que le morpion est une partie nulle. Ça veut dire que si on joue tous les deux optimalement, Aline, et bah, du coup, personne ne gagne à ce jeu-là. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut vraiment appliquer ta méthode pour tous les jeux qu'on vient de voir, notamment ceux qu'on vient d'illustrer? Là, le premier critère, c'est la taille de l'arbre. C'est-à-dire, ok, pour le morpion, tu l'as montré, mais bon, C'était déjà bien gros, hein. c'est bien gros, ouais, Ouais. t'as pas tout affiché. Donc effectivement, si on enlève un peu tous les doublons, tout ça, dans le morpion, on peut se ramener à 304 positions de jeu, ce qui est déjà pas mal. C'est-à-dire que si on doit le faire à la main, On a déjà pour un peu de temps. ouais, on va galérer un peu. Euh, pour les autres jeux que vous connaissez, là, qui sont illustrés, alors c'est que des estimations, c'est pas facile de calculer exactement toutes les positions, le nombre de positions possibles qu'on peut rencontrer dans ces jeux-là. Mais par exemple, pour les dames, c'est estimé à peu près à 10 puissance 20 positions différentes. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Pour les échecs, c'est à peu près 10 puissance 43, estimé autour de ça. Ce qui commence à vraiment faire énorme. Et puis pour le jeu de Go, qui est sans doute le pire, parce qu'on est sur une grille 19 par 19, hein, c'est plus gros qu'un échiquier. Là, c'est de l'ordre de 10 puissance 171. Alors là, je sais pas si tu te rends compte, Aline, mais... Ouais, ma méthode, ça va commencer à être compliqué de l'utiliser là. Ouais, parce que 10 puissance 171, c'est plus que le nombre d'atomes dans l'univers. Tu te rends compte? Donc, ça explose complètement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment utiliser la méthode, et même un ordinateur va complètement exploser. Il ne peut pas gérer ça, quoi. Oui, ouais. Après, tu peux me dire que pour les premiers jeux, peut-être qu'il peut gérer un peu. Effectivement. Le morpion, par exemple, les 304 positions, bon, ça va pas faire peur à un ordinateur. Donc c'est pour ça que le résultat que tu as donné, il va bien marcher. Donc si on le fait programmer, si on programme ta méthode sur un ordinateur, donc on lui donne l'algorithme que tu as donné là, on part du bas des positions finales et puis on remonte tout en haut jusqu'à la position de départ qui est vide, le morpion il sort un nul. Pour les dames, alors c'est un résultat qui a mis du temps à sortir, hein. Pareil, on a pris toutes les positions, on a fait l'arbre. Alors l'arbre il est gros, on a vu, de l'ordre de 10 puissance 20 positions possibles. Et donc c'est une équipe canadienne. Ils ont fait tourner pendant 6 mois 50 ordinateurs en parallèle pour essayer de calculer tout cet arbre-là. Et après ils ont utilisé des petites optimisations quand même. Ils se sont dit, ah bah tiens, il y a quand même... L'arbre est très gros, mais il y a beaucoup de symétrie, choses comme ça. Donc ils se sont dit, bah, il y a des branches, ça sert à rien de les étudier de toute façon parce que ces branches-là vont être moins intéressantes que tel autre coup. Donc au final, ils ont utilisé des petits résultats mathématiques pour optimiser leur algorithme. Et bon, ça a pris du temps, hein. 6 mois c'est quand même énorme, mais au final, leur programme a fait beaucoup parler puisqu'il a dit que les dames c'était une partie nulle si les deux joueurs jouaient à chaque fois optimalement. Donc c'est quand même un résultat très très fort. Personne ne gagne aux dames si tout le monde joue bien. Bon, après les deux autres jeux qui nous restent, là on a vu que le nombre de positions était vraiment beaucoup plus grand. Et là, pour l'instant, les ordinateurs ne sont pas capables de donner la réponse. Donc, pour les échecs, ça reste complètement ouvert. On n'est pas sûr qu'un jour on saura si, pour les échecs, c'est le premier joueur qui gagne ou si c'est une partie nulle, notamment. C'est en général, c'est à peu près acté que le deuxième joueur ne gagnera pas, mais on a une grosse hésitation à savoir si c'est un nul ou si c'est blanc qui gagne. Et puis, en ce qui concerne le jeu de Go, pareil, là, pour le coup, le nombre de positions fait qu'on ne saura vraiment pas qui peut gagner à ce jeu-là. Alors un petit truc, c'est que vous avez peut-être sans doute entendu pas mal de résultats, notamment sur AlphaGo qui est un programme informatique de Google qui permettait de bien jouer au jeu de Go. Alors ces programmes-là, en fait, pareil pour les échecs, il y a eu des programmes qui jouaient très très bien aux échecs. Ces programmes-là, au final, ne vont pas sortir la solution exacte. Le vainqueur exact, est-ce que c'est un nul, est-ce que c'est le premier joueur ou le deuxième joueur au final. Donc là, on vient de voir que c'était pas possible. Mais par contre, ce sont des programmes informatiques qui jouent de façon approchée, c'est-à-dire qu'ils essayent d'aller vers la stratégie optimale. Actuellement, ils ne sont pas en état de la connaître avec ce qu'on vient de dire, mais ils essayent en tout cas de l'approcher, d'avoir sans doute si ce n'est pas les meilleurs coups, des coups qui sont souvent très très bons comparés à ce que peut faire l'humain. Et en l'occurrence, ces programmes-là ont fait beaucoup parler puisqu'ils ont battu les champions du monde. Que ce soit aux échecs, c'était il y a à peu près plus d'une vingtaine d'années, et puis plus récemment, il y a quelques années, que ce soit au jeu de Go. Donc en fait, voilà, c'est l'intelligence artificielle qui prend le relais maintenant. On ne répond pas à la même question, on ne cherche pas à savoir quelle est la solution exacte du problème, on cherche à avoir une solution approchée, c'est-à-dire quelqu'un ou un programme qui joue bien à ces jeux-là, et c'est déjà très très intéressant.
tout cas, pour la suite de l'exposé, nous, on va se concentrer sur la stratégie exacte, c'est-à-dire quel est le vainqueur du jeu, est-ce qu'on peut avoir une résolution exacte des problèmes qu'on va regarder ensemble. Alors on va regarder ça, mais on va pas pouvoir rester sur cette généralité de jeu. Parce que même si on avait mis plusieurs règles, c'était quand même trop gros et on peut pas faire de choses sur... pas vraiment avoir de résultats sur cette généralité de jeu-là. Donc on va restreindre un petit peu les jeux qu'on étudie. Et donc pour ça, on va revenir au jeu du morpion. Puis on va agrandir le jeu du morpion. Donc le jeu du morpion, si on regarde, là, on a notre quadrillage 3x3. Donc en fait, on a 9 coups qu'on peut jouer, c'est les petits points rouges. Et on gagne quand on a réussi à aligner trois symboles identiques sur une même ligne, une colonne ou une diagonale. En fait, ça correspond aux ensembles bleus, là, aux espèces de patates bleues qui sont dessinées ici. Et une fois en fait qu'on sait ces points rouges où on peut jouer, ces patates bleues où on va gagner, on peut oublier la grille qui est derrière. Et en fait, notre jeu du morpion il est vraiment juste défini par ça, ces points rouges et puis ces patates bleues. Et là, on va regarder en fait tous les jeux qui peuvent se définir de cette manière-là. Donc on met des points rouges, c'est les coups qu'on peut jouer, et on entoure des points rouges ensemble, c'est les ensembles gagnants. Donc là, les patates bleues, c'est les ensembles gagnants. Et en fait, ça nous définit du coup plein de jeux qu'on va appeler les jeux positionnels. Donc ils rentrent bien dans notre catégorie avant des jeux à 2 joueurs. Donc on va jouer chacun notre tour un point rouge. Ils sont finis parce que notre donnée comme ça, là, elle est finie. On joue chacun notre tour. Il y a l'information parfaite, tout le monde a l'information, il n'y a pas de hasard. Donc ils rentrent complètement dans le cadre d'avant. Tu veux essayer une partie ? Bon, bah, on va essayer une partie, allez, c'est parti. Ok, donc tu mets des points. Donc ça, c'est tous les endroits où on pourra jouer. Voilà, puis maintenant tu mets des ensembles gagnants, là, donc tu entoures des points ensemble. Hop, on va dire je Voilà, vais ils faire n'ont pas ça. tous forcément la même taille. Et puis lui, je vais le mettre comme ça. C'est parti. Ok, donc, vas-y, tu joues, donc tu prends ton stylo et toi tu mets des ronds. Ah, jouer ici pour commencer. Ok, donc là, moi, si je veux t'empêcher de gagner, je suis obligé de prendre l'autre pion, enfin l'autre point en face, dans cet ensemble de taille 2. Donc je prends ça. Ensuite, je vais jouer ici. Ok, bon, bah, moi je vais t'empêcher d'aller faire cette patate-là, donc je vais mettre quelqu'un ici. Donc, je vais jouer ici. Donc là, je vais t'empêcher de faire celle-là. Bon, puis c'est un peu On pourrait s'arrêter parce qu'en fait, il y a une ronde et une croix dans chaque patate. Voilà, Là, ça fait une partie nulle. je peux jouer n'importe où de toute façon. Voilà. C'est une partie. Donc ça, c'est un jeu positionnel. Bon, ça, c'était peut-être pas un jeu très compliqué, hein, mais on peut se demander qu'est-ce qu'il y a comme jeu positionnel dans les jeux qu'on a regardés jusqu'à présent. Donc je sais pas si vous vous rappelez, au début de l'exposé, on a vu ce jeu-là, où il fallait aligner 4 croix dans la grille. Donc ce jeu-là, en fait, il s'appelle 4 en ligne. 4 in a row en anglais. Et du coup, ça rentre complètement dans notre cadre. Alors bon, la grille, on n'a pas vraiment mis de limite, donc ça serait pas fini. Mais bon, déjà, si on arrive à jouer sur la feuille de papier, il se passe déjà plein de choses intéressantes. Et donc là, les ensembles, donc les points qu'on peut jouer, c'est toutes les cases de la grille. Et puis les ensembles gagnants, c'est 4 cases alignées, donc en diagonale. Donc il y en a plein des ensembles gagnants. On ne s'amuse pas à les dessiner, mais ça rentre complètement dans notre cadre. Puis à la place de 4, on pourra avoir 5, 6, 7, 8 lignes. Donc ce jeu-là, il rentre complètement dedans. Donc le morpion, on a vu qu'il rentrait bien dedans aussi. On peut faire du morpion sur du 4 par 4. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Donc c'est pareil que le morpion sur le 3 par 3, sauf que là, on doit en aligner 4 en diagonale, sur une ligne, sur une colonne. Donc ça marche aussi. Et puis dans les jeux un petit peu plus commercialisés, il y a le jeu X dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, les points, c'est toutes les cases de la grille. Et puis les ensembles gagnants, c'est les chemins qu'on peut faire d'un côté à l'autre. La grille. Bon. Du coup, voilà, c'est le contexte à peu près des jeux qu'on va regarder maintenant. Voilà, donc ça, c'est les jeux positionnels qu'on va regarder maintenant. Et on va voir que sur ces jeux, il y a une propriété sympathique qu'on va vous montrer. C'est qu'en fait, le deuxième joueur ne peut jamais gagner. Bon, alors, pour prouver ce que tu viens de dire, Aline, on va essayer de proposer une preuve mathématique qu'on dit par l'absurde. Alors, par l'absurde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va supposer que ce que tu dis est vrai, et puis on va essayer de montrer qu'au final, c'est en contradiction avec une autre propriété. Et en l'occurrence, de quoi est-ce qu'il va s'agir? Donc, on va supposer que le deuxième joueur il peut gagner à un jeu positionnel quelconque.
par exemple celui-là, je propose de prendre un jeu complètement au hasard, là, n'importe lequel. Et puis on va montrer que si le deuxième joueur, on suppose qu'il a une stratégie gagnante pour ce jeu-là, en fait ça signifie que le premier joueur aussi en aurait une. Donc on arriverait à une absurdité puisque les deux joueurs auraient une façon de gagner en même temps. Donc ça n'irait pas du tout. Alors pour ça, comment est-ce qu'on fait? Eh bien moi je vais prendre une copie du jeu sur lequel on va jouer, là, tous les deux. Hop, j'imagine qu'il y a une copie. Donc ce que j'appelle une stratégie d'imagination. Donc c'est quelque chose que je vais juste avoir dans la tête, là. Hop, je me mets là, comme ça. Et puis, ce jeu-là est une copie juste du jeu auquel on va jouer tous les deux. C'est une copie où je sais que, en tant que deuxième joueur, j'ai une stratégie gagnante. Et puis maintenant, je vais te montrer que si je joue en premier à notre jeu, je gagne aussi. C'est plutôt très cool. C'est parti? C'est parti. Alors, Donc là, tu commences. Donc je commence ici et je te dis que je gagne. En supposant que je gagne aussi en deuxième. Ok, donc tu joues quoi pour mon premier coup? Mon premier coup, je jouais n'importe quoi. De toute façon, ça qui est bien, je peux jouer vraiment un coup au hasard. Par exemple, tiens, je joue ça là. Hop. Ok, donc mettons que moi, je réponde quelque chose ici. Donc dans ma stratégie d'imagination, là, ma copie, je vais considérer juste tes coups à toi, donc dans un premier temps. Donc ta première croix là. Ouais, Donc tu copies, tu regardes mon coup, ce que ça donne dans cette copie. ouais, j'ai oublié mon premier coup là-bas. Et puis maintenant, je suis deuxième joueur. C'est ça qui est bien dans cette copie, c'est je sais que j'ai une stratégie gagnante en tant que deuxième. Donc là, je sais que j'ai une réponse à ta croix là ici. Et ma stratégie qui existe, j'ai supposé qu'elle existait, me dit qu'il faut que je réponde à ta croix en jouant ici. Et donc qu'est-ce que je fais? Puisque cette stratégie existe, je la copie dans le jeu où on joue vraiment tous les deux et où je suis premier joueur. Donc, on me dit de répondre ici. Ok, donc moi je continue mon jeu ici. Mettons que je joue par exemple là. Donc du coup, dans ta copie, j'ai joué là. Ouais, dans la copie, tu as joué là. Et puis, en fait, ici, je continue à appliquer ma stratégie et il se peut que elle me dise de répondre ce coup-là. La stratégie gagnante. Alors, cette fois-ci, j'ai envie de faire comme tout à l'heure, tout le temps la même chose. Je vais dupliquer mon coup là dans la stratégie imaginaire, dans ma vraie stratégie où je suis premier joueur. Mais cette fois-ci, c'est mon coup que j'avais joué au hasard au début. C'est pas grave, dans ce cas-là, le coup il est déjà joué, c'est bon, j'ai fait la réponse. Dans ce cas, je joue n'importe où ailleurs au hasard. Puis on recommence, comme ça. Ok, donc ainsi de suite. Moi je joue un coup, Voilà, tu tu joues l'imagines là. là-bas. Tu Toi, joues tu regardes là, la moi, réponse. imaginons la réponse, elle me dit il faut jouer là, pouf, je réponds. Là, et ainsi de suite, et on continue Ok, comme ça. donc comment ça se finit ça? Comment ça se finit? Au final, si on regarde les deux parties, ce qui est plutôt très très bien, c'est que tu as le même nombre de croix à gauche et à droite, c'est les mêmes croix en fait. Tes positions de jeu, c'est les mêmes, et puis les ronds en fait, c'est les mêmes aussi, c'est exactement les mêmes positions pour moi, sauf que j'ai juste un coup en plus qui est mon coup au hasard. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Et donc, moi, ce que je sais, c'est qu'ici, je gagne. Donc ça veut dire qu'à la fin de la partie, ici, de toute façon, mes ronds, ils occupent un ensemble gagnant, une patate bleue. Donc ça veut dire qu'ici, ils vont aussi occuper une patate bleue. Peut-être que comme j'ai un rond bonus ici, qui est mon coup joué au hasard, peut-être que ma patate bleue, elle a même été remplie avant. Mais dans tous les cas, je sais que je gagne ici parce que j'ai une patate bien ici. Et toi, ce que je sais aussi, c'est que tu peux pas gagner ici avec tes croix à ligne, parce que comme tes croix sont les mêmes à gauche qu'à droite, si tes croix, elles occupaient tout un ensemble gagnant à gauche, forcément, elles occuperaient un ensemble gagnant à droite. C'est pas possible parce que je suppose que je gagne ici. Voilà, donc là, on a obtenu une absurdité. C'est-à-dire que si on a supposé que le deuxième joueur gagnait sur un jeu, on a montré que le premier joueur gagnait aussi. Donc, c'est pas possible. Et bilan des courses, dans les jeux positionnels, dans tous les jeux positionnels, en fait, on sait que le joueur ne peut jamais gagner, donc toujours en supposant que les deux joueurs ont une connaissance parfaite du jeu et jouent de manière optimale. Ça, c'est un résultat assez fort qu'on n'a pas en général pour tous les jeux. Et du coup, voilà, c'est assez fort. Par contre, j'ai l'impression de me faire un tout petit peu avoir, Eric, parce que du coup, ça veut dire que moi, si je suis deuxième joueuse, je gagne jamais. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire une variante du jeu, Aline, justement, comme c'est un peu embêtant pour toi cette situation, où au lieu de chercher à faire un ensemble gagnant parce que c'est trop difficile, où tu cherches juste à m'empêcher de le faire? Ça pourrait bien ça. Ouais. Mais en fait, ça existe. Ça existe et c'est les jeux qu'on appelle les jeux maker-breaker. Donc en fait, dans les jeux positionnels, il y a plusieurs sortes de jeux. Et dans ces sortes de jeux, il y a les jeux maker-maker. Donc ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent, où on a tous les deux les mêmes objectifs, c'est de remplir une patate bleue. Et il y a les jeux maker-breaker, où du coup, on n'a pas les mêmes objectifs. Rond, lui, veut remplir une patate bleue. Donc c'est le même rôle que j'ai actuellement. Voilà. Et Croix, il veut juste empêcher Rond de remplir une patate bleue. Donc d'un côté, c'est plus simple pour Croix, parce que du coup, il n'a pas besoin
remplir une patate bleue. Puis ça, en fait, c'est aussi plus simple pour rond parce que du coup, il n'a pas à se soucier de croix qui veut remplir une patate. Donc ça, c'est les jeux qu'on appelle maker-breaker. Donc joueur maker, c'est rond, il veut fabriquer, c'est pour ça que c'est maker, il veut remplir une patate bleue, un ensemble gagnant. Et croix, c'est breaker, il veut empêcher maker de faire ça. Donc c'est une sorte de variante des jeux qu'on a vu jusque-là. C'est une sorte de On peut variante juste des changer les règles du jeu comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a vu juste avant? C'est que dans les jeux maker-maker, le deuxième joueur ne peut pas gagner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire si je regarde mes étiquettes du début du jeu, il n'y a que deux possibilités finalement. C'est soit rond à gagner, c'est-à-dire qu'il a réussi à remplir sa patate, soit c'est un jeu nul. On a réussi à faire tous les deux, à éviter que l'autre remplisse une patate, donc le jeu est nul. Ok, donc en tout cas on ne peut pas avoir l'étiquette croix qui correspondait au deuxième joueur gagnant. On a supposé que rond commence. Et en jeu maker-breaker, ça va être un petit peu différent. Là, on ne peut pas avoir de nul. Pourquoi on ne peut pas avoir de nul? Parce que à la fin d'une partie, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder les patates bleues. Soit il y en a une qui a été remplie par rond. Dans ce cas-là, rond a gagné. On aurait bien pu arrêter la partie avant. Soit aucune patate n'est remplie par des ronds. Mais dans ce cas-là, croix a atteint son objectif vu qu'il a empêché rond de faire une patate. Donc là, les deux issues possibles, c'est soit maker a gagné, c'est rond, parce qu'il a fait sa patate, soit c'est croix qui a gagné parce que rond n'a pas réussi à remplir. Donc on n'a que deux étiquettes possibles. Du coup, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que ça revient un petit peu au même, les étiquettes là? Est-ce que par exemple, quand moi j'essaye juste d'empêcher Eric de remplir une patate en maker-breaker, est-ce que du coup ça revient à m'assurer la partie nulle en maker-maker? Et réciproquement. Ouais, tout à fait. Alors on va voir quelque chose qui est déjà vrai, c'est ce que je viens de dire, donc je vais le répéter. C'est que si jamais j'arrive à empêcher Eric dans la variante maker-breaker à empêcher Eric de faire une patate bleue, du coup, en appliquant exactement la même stratégie, j'arrive à faire un nul, parce que du coup, j'applique la même chose, je n'essaie pas du tout de remplir ma patate, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Eric n'arrivera jamais à remplir sa patate, donc la partie finira mieux en un nul pour moi, et comme ça ne veut pas être une croix avec la propriété qu'on a dit avant, ce sera forcément l'étiquette nulle. On peut essayer sur le morpion. Alors le morpion 3x3 ne nous intéresse plus trop, mais le morpion 4x4 Voilà, par on va exemple. essayer sur le morpion 4x4, donc on va vous illustrer ça. Donc là, je vous rappelle qu'il faut qu'on aligne 4. Donc en fait, comme on va jouer en maker-breaker, ici, il faut que Eric aligne 4 cases. Et moi, je veux juste l'en empêcher d'aligner 4 cases. Donc je vais vous expliquer comment je fais. Vas-y, Eric, commence. Alors moi je commence. J'ai envie de jouer dans le coin là. Ok. Alors moi, je réponds là. Donc là, je suis contente parce que j'ai déjà cassé la diagonale, la deuxième colonne et la deuxième ligne. Et ensuite, après, ce que je fais, c'est que je vais mettre je vais grouper ensemble mes cases 2 par 2 pour être sûr que dans chaque alignement possible, je vais jouer quelque chose. Alors tu veux dire que là, tu es sûr déjà que je Ah oui, non, mais là. c'est foutu là. Ah ouais. Tu fais comment? En fait, là, ici, par exemple, je vais mettre cette case-là, donc je vais mettre un 1 dans cette case-là et dans cette case-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Eric joue sur un 1, moi je joue sur l'autre 1. Comme ça, je suis sûr que déjà la première ligne, c'est foutu pour lui. Oui. Tu fais ça pour chaque ligne du coup. Je fais ça pour chaque ligne. Donc la deuxième ligne, j'ai pas besoin parce qu'il y a déjà une croix. Je vais faire ça ici avec des 2. Donc je mets à chaque fois le même chiffre pour les deux cases qui vont ensemble. Puis je vais le faire aussi pour la dernière ligne. Ok, Voilà. j'imagine du coup. Maintenant, il faut que j'assure mes colonnes je aussi. fasse la même chose pour les colonnes. Voilà, donc ma colonne ici, je vais mettre 4. Là, j'ai pas besoin, j'ai ma croix. Ici, il faut aussi que je le fasse. Donc là, je vais mettre un 5 là et un 5 là. Et puis là. Et il ne faut pas que j'oublie ma diagonale, donc ça tombe bien. Je vais mettre ça comme ça. Ah ouais, donc ouais, si je résume, je peux jouer n'importe quoi là. Genre Donc, si par tu joues sur exemple, un chiffre, moi, je si joue je sur joue l'autre sur chiffre. je sais pas quoi, je me dis j'ai envie de jouer ici. Hop, moi, je joue sur l'autre chiffre qui correspond, le 6. Et donc, du coup, là, la colonne, là, elle est foutue. Ouais, effectivement, je vais jamais pouvoir y arriver. Et en fait, chaque alignement, chaque ensemble gagnant, il y a une paire de chiffres dedans. Donc là, par exemple, je joue mon autre 7. Ok, bon, c'est vite vu. Bon, du coup, mon coup de départ était peut-être pas Mon coup terrible. de départ n'était pas terrible, mais en fait, j'ai déjà prévu le coup pour les autres coups. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, il y a 3 coups à symétrie près ici. Donc ça, c'était celui qu'on avait vu. Et il y a aussi ce coup-là et ce coup-là. Et à chaque fois, je peux faire comme ça un groupement de mes cases 2 par 2 pour assurer que dans chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale, je vais forcément mettre une croix. Et du coup, je t'empêche d'aligner 4 croix. Ok. Bon. Ça, c'est une stratégie qui est assez connue, qui s'appelle la stratégie par paire, comme ça, où on essaye d'avoir dans chaque ensemble gagnant, donc c'est une stratégie pour breaker, dans le jeu maker-breaker. Dans chaque ensemble gagnant, on essaye d'avoir on perd 2 coups ensemble, et du coup, comme ça, chaque fois que mon maker joue quelque chose, moi je réponds
le coût associé, et du coup je casse tous les ensembles gagnants comme ça. Donc c'est exactement ce qu'on a fait ici. Ok, je comprends. Donc si tu utilises cette stratégie-là, maintenant si on joue à ce même morpion, mais dans toi, où toi tu cherches à faire une ligne aussi comme moi, bah tu appliques cette même stratégie. De toute façon, je sais que j'arriverai pas à faire une ligne, donc je vais C'est vrai. essayer le nul, et pour assurer le nul, bah du coup je vais C'est appliquer ça. cette stratégie, et comme ça je suis sûr que toi t'en alignes pas. Bon, Ok. si avec un peu de chance t'as mal joué, j'arriverai peut-être à en aligner 4 en plus, mais en tout cas j'assure le nul. Ok. Bon. C'est un bon exemple de ce qu'on vient de dire là. Il y a d'autres choses d'autres implications là comme ça entre Bah, les deux jeux? Là on a la contraposée en fait. Maintenant, si je suis en maker-maker, donc si toi en maker-maker t'as une stratégie pour en aligner 4, ou pour dans un jeu faire un ensemble gagnant, tu peux faire la même chose. Si tu y arrives avant, tu y arriveras aussi en maker-breaker. Oui, parce que de toute façon, effectivement, tu as raison. C'est-à-dire que si ici je gagne, ici forcément toi tu peux pas gagner, parce que si ici toi tu gagnais, bah, avec l'autre implication qu'on vient de voir, ça voudrait dire qu'au final, au départ, c'était un nul, et ça serait une contradiction avec ce qu'on vient de dire. Donc au final, si je pars d'un rond ici, je peux pas arriver sur une croix à droite. C'est forcément aussi un rond. Ok, bah, les deux jeux, ils ont l'air de se ressembler quand même beaucoup, beaucoup. Ouais, alors méfions-nous quand même, hein, parce que donc du coup là on pourrait se demander le contraire. Par exemple, est-ce que si jamais il y a une partie nulle, si Si je on- suis nul ici, ouais. voilà, est-ce que du coup moi, si j'assure le nul, est-ce que je peux aussi être sûr d'arriver à t'empêcher de faire un rond en maker-breaker? Moi, je suis intéressé par voir si c'est vrai ça. Donc effectivement, pour répondre à cette question, on essaie sur le morpion. Le 3-3. Voilà. Parce Alors, que le le 3-3, on morpion- sait que c'est un nul. Le morpion 3 par 3 il est nul, donc il est bien sur... Voilà, morpion 3 par 3 c'est un nul, donc on est bien dans ce cas-là. Et du coup on va voir est-ce que... Est-ce que toi, tu gagnes si on joue maintenant dans la variante Maker-Breaker du morpion, c'est-à-dire ton seul but, c'est de m'empêcher de gagner. Est-ce que tu gagnes? Ok, donc c'est toi qui commences, et Ouais. moi je veux juste t'empêcher d'en aligner 3. Bah, j'ai l'impression que c'est plus Ah, facile non, pour non, ça toi. ressemble, je veux quand dire, c'est la même chose. Bah, je vais faire comme d'habitude, je vais jouer. Je vais reprendre quand même ma belle couleur. Hop. Ensuite, je vais jouer ici. Ok, bon bah moi j'ai pas le choix, je dois t'empêcher de faire les ronds. Et là, la différence du morpion habituel, c'est que bah, comme toi maintenant, en maker-breaker, tu cherches plus forcément à faire des lignes, je m'en fiche un peu de ton coup là, de ta menace. Ouais, Donc je peux plus faire de menaces, c'est je peux l'inconvénient. faire ma petite fourchette là où j'ai mes deux options comme il faut. Ah ouais, et là du coup, je joue là, mais en fait j'ai pas gagné parce que moi c'est pas mon but là, c'est pas empêcher, donc c'est toi qui gagne. Là, je gagne ici. Bon alors quand même là j'aurais pu jouer autre chose, hein, peut-être que ça marchait. Ouais mais essayez ça, vas-y rejoue au centre. Là, je rejoue au centre. Maintenant je joue là. Voilà, bah attends, je vais jouer là. Bon là j'ai pas le choix, je dois t'empêcher, je joue ici. Voilà, et puis je peux quand même t'embêter, je fais ça, et là j'ai l'option. Et donc t'as deux fourchettes, donc Ramsey joue là, tu vas arriver à m'aligner 3. Donc en fait ça nous montre sur cet exemple que c'est pas vrai en général, cette implication là elle est pas vraie. On peut pas supposer ça. Donc ça veut dire que même si on a un nul en maker-maker, c'est pas parce que moi je peux assurer le nul en maker-maker que je vais arriver à empêcher Eric de faire sa patate en maker-breaker parce que je peux plus lui faire de menace en fait. Donc, Du coup, effectivement, cette flèche-là, elle est pas vraie, et puis bah, du coup, l'autre non plus, en fait. donc elle va être vraie dans certains cas, mais en général on peut rien dire dans l'autre sens. Donc au final, ça montre que les deux jeux sont pas du tout équivalents, enfin les deux variantes. Dans certains cas, on a l'impression que si t'es rond à gauche, t'es rond à droite, si t'es nul à gauche, t'es croix à droite, mais des fois, c'est pas vrai. C'est pas complètement la même chose. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on sait résoudre complètement un des deux jeux qu'on a la résolution de l'autre jeu. Alors pour terminer cet exposé, on voulait revenir un petit peu sur le jeu 4 en ligne, donc 4 in a row, qu'on avait présenté au début. Donc on avait une grille plutôt grande et on veut aligner 4-3. Donc Eric, est-ce que depuis le début, là, tu as réussi à affiner un petit peu ta stratégie ou pas? Ouais, tout à l'heure, t'as gagné, mais j'ai fait un peu n'importe quoi, je pense. Donc là, on va améliorer les choses. Tu vas Ok, voir, j'ai on une prend super une nouvelle stratégie. grille. Je suis sûr que je peux gagner. Donc en fait là, on... Ok, donc toi tu penses qu'on est dans ce cas-là, là. Ouais, On a ouais, moi, je maker, pense que maker. là, tu joues, tu cherches aussi à faire tes 4 en ligne, Ok, mais je te dis que j'ai quand même gagné. très bien. Bon, vas-y. Alors, bah, de toute façon, comme la grille est très très grande, je peux jouer un peu n'importe où mon premier coup. Bon, moi je vais... Mettons que je joue au contact, hein. Bon, bah toi, tu as voulu prendre cet axe-là, du coup, moi, je vais jouer perpendiculairement comme ça. Là. Je vais aller chercher comme ça, je joue côte à côte. Bon, cet axe-là, là, si je joue pas dans cet axe-là, c'est foutu pour moi, parce qu'il va en mettre 3. Donc je suis obligée de jouer dans cet axe-là, en bas ou en haut.
Et donc maintenant que ton coup là, bah, tu étais un peu obligé. Donc moi, je vais pouvoir faire un L, comme ça. Un L avec mes 3 ronds là. Et c'est quelque chose qui va être très utile parce que j'ai cet axe-là qui va être ouvert, parce que tu n'as pas joué dedans, et ma diagonale là qui va être ouverte parce que tu n'as pas joué dedans non plus. Ah oui, donc je suis foutu. Soit je joue dans la ligne horizontale, et dans ce cas-là, tu vas faire 3 lignées avec les deux Et extrémités je libres. pourrais Soit mettre non. le quatrième ensuite, ouais. Donc, bon. Donc, juste pour vous illustrer, donc, mettons que je joue là. Dans ce cas, tu as choisi de couvrir l'horizontale, c'est la diagonale qui reste libre. Je peux jouer ici, et maintenant, quoi que tu joues, Bon, je joue là par exemple. je vais avoir mes 4 en ligne. Ok, donc 4 in a row. Il est en maker-maker. Là, moi, j'ai même pas pu le temps de faire une seule menace. Donc, il est bien en rond en maker-maker. En fait, là, on a fait un petit tableau parce que du coup, on a joué à 4 en ligne, mais on pourrait jouer à 5, 6 en ligne. Mais en tout cas, ici, vas-y, Eric. Donc toi, 4 l'honneur. en ligne en maker-maker, c'est moi qui gagne. Donc du coup, avec le tableau qu'on a à droite, ça veut dire que même si on avait joué en maker-breaker, ça n'aurait strictement rien changé. Ok, bon, bah, et du coup, 5 en ligne. Tu sais ce qui se passe sur 5 en ligne? Alors 5 en ligne en maker-maker, bah, figure-toi que là pour le coup, on ne sait pas. C'est-à-dire que les C'est ouvert. chercheurs ne savent pas, c'est un problème qui est ouvert effectivement. Il n'y a aucun résultat qui prouve que c'est soit un rond qui gagne, soit un nul, on ne sait pas du tout. Ok, et en maker-breaker, du coup, c'est ouvert aussi? Non, par contre celui-là, curieusement, il est complètement résolu. Donc en maker-breaker, c'est quoi? En maker-breaker, c'est un rond. Ça rend. Donc maker là arrive, si breaker essaie juste d'empêcher, arrive en aligné 5, mais on Mhm. sait pas s'il arrive en aligné 5 si l'autre Exactement. essaye aussi d'en faire. Exactement. C'est assez étonnant. Fou. Ok, 6 en ligne du coup. 6 en ligne, c'est aussi ouvert. Là, pour le coup, la recherche n'a pas permis de conclure sur ce cas-là. Et en maker breaker. Ouais, cette fois-ci, c'est ouvert aussi. Bon, mais j'imagine quand même que d'un moment, quand tu essayes d'en aligner plein, je vais quand même arriver à te bloquer. Oui, c'est sûr que si on joue à 10 000 in euro, il y a des chances que 10 000, je vais peut-être pas réussir à pouvoir les aligner même si la grille est très grande, tu vas pouvoir me bloquer. Enfin, Alors, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à 10 000. En fait, là, je vais te montrer que 9 in euros, là, 9 in euros, moi, je t'arrive à t'empêcher d'en faire un. Là, c'est c'est-à-dire que je peux pas mettre 9 en ligne, c'est pas possible, quoi. breaker qui gagne, et donc du coup, ça implique un nul ici. Alors, tu fais comment, là, pour être sûr de m'empêcher de faire 9 en ligne? Alors, je vais te montrer. Donc j'ai préparé une petite feuille là, regarde, c'est joli. C'est sympa tes haches, là, mais ça sert à quoi? Ben, du coup, bon, en fait, effectivement, je couvre ma grille comme ça avec des haches, donc on a fait sur une petite partie, mais vous pourriez étendre ça partout avec un pavage. Et en fait, tout se passe sur ces haches. Donc je vous montre un hache comme ça. Et je prétends, sur ce hache, que ça soit moi ou toi qui commence, je suis capable de mettre une croix, à la fois dans l'horizontale du hache, là, mais aussi dans la colonne de droite, ainsi que dans les deux diagonales. Je suis capable de mettre une croix dans tous ces ensembles-là. En gros, si on joue à ce jeu-là, là, je serais capable de t'empêcher. Tu bloques ces 4 ensembles gagnants, là, quoi. Ouais. Ok, c'est sûr, ça? Ouais, bah regarde, alors si je suis première, je joue au centre. Puis après, il suffit juste que je mette une autre Ouais, croix. Là, bon, ça, donc vas-y, fais-le en. Donc si c'est plus dur pour toi, c'était deuxième. Donc Vas-y. du coup, allez, imaginons, moi si je suis premier, je vais jouer forcément au milieu. Donc là, je réponds là. Et après, je fais comme tout à l'heure, je fais ma pairing stratégie, ma stratégie par paire. Donc en fait, là, comme j'ai déjà mis une croix dans ma colonne de droite et dans ma ligne horizontale, j'ai Il te plus reste les besoin. deux diagonales à Il gérer. me En reste fait. les deux diagonales. Donc en fait, je vais dire que bah, si tu joues dans une diagonale, moi je joue l'autre case de la diagonale, et pareil. Ok. En fait, je vais me coupler ensemble ces deux. Ok. Voilà. Donc en fait, sur le H, du coup, on sait faire ça. Maintenant, si je reviens sur mon pavage, pourquoi c'est intéressant? Donc ça fait. C'est un petit cadre qui fait pile 9 cases. Et du coup, en fait, si je le balade horizontalement, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a toujours une barre horizontale centre d'un H là. Donc là, c'est le bleu. Hop, je tourne, là, il y a du jaune. Si je descends, là, j'ai du rose, du vert, etc. Donc ça veut dire déjà, comme dans mon H, dans tous les H, j'arrive à prendre mes 3. Enfin, un des trois. Ouais. Un des 3, du coup, je vais arriver à bloquer chaque ligne comme ça. Parce qu'en fait, comment je vais jouer ma stratégie? À chaque fois qu'Eric joue dans un H, moi, je vais répondre ma case d'à côté de mon H là. Puis après, je vais coupler les diagonales ensemble. Donc s'il rejoue dans ce H dans une diagonale, je répondrai en face. S'il joue dans un autre H, je refais la même chose dans l'autre H. Si à un moment donné, j'ai pas de contrainte, je peux aller jouer au centre d'un H comme je veux. Et donc du coup, en m'assurant ça, je vais m'assurer à chaque fois de lui bloquer toutes les lignes horizontales comme ça. Pour les verticales, c'est pareil. À chaque fois, on voit qu'il y a la droite d'un H dans chaque ligne verticale. Je peux bouger, ce sera toujours vrai. Et les diagonales aussi. Donc là, on voit pas très bien, mais si je regarde toutes les lignes diagonales de 9, à chaque fois, j'ai une diagonale d'un H dedans.
Et donc comme ça, je t'empêche de faire 9 cases alignées. Ouais, c'est plutôt cool comme stratégie, ouais. Ça. C'est intéressant, ouais. Et donc, ça prouve ce que tu disais là. Et il se trouve même qu'il y a même des gens qui, quelques années plus tard, ont montré même mieux que ton résultat. Ouais, Je en crois fait, qu'ils l'ont fait pour 8, non? On peut faire pour 8 aussi, ouais. Alors pour 8, voilà le dessin, bon je vais pas vous le montrer, mais ça fonctionne à peu près pareil. Donc pour 8 aussi, on peut empêcher de faire 8, et donc ça veut dire qu'on assure le nul quand on est en maker-maker. Voilà, et du coup il reste quoi là dans notre tableau? Il reste 7. Et 7, 7 en ligne, il n'y a personne. Encore ouvert. On ne sait pas. Alors je crois que les gens ils pensent, parce que là c'est ça qui est difficile, c'est de savoir est-ce qu'on pense que c'est un rond, est-ce que c'est une croix, un maker-breaker. Il se trouve que les gens pensent plutôt que c'est une croix. Oui, on peut imaginer qu'il va y avoir une limite un petit peu entre les deux, donc on peut imaginer que là c'est plutôt une croix, là c'est plutôt un rond, mais par contre pour 6, c'est vraiment difficile. Complètement ouvert. Voilà, donc c'est la fin de cet exposé. Pour conclure, on juste rappeler un petit peu les choses importantes qu'on a vues dans cet exposé. Donc déjà, on a parlé à chaque fois de jeux à 2 joueurs, où les joueurs jouent de manière alternée, où l'information est parfaite, les jeux sont finis. Et donc pour ces jeux, la première chose qu'on a expliqué, c'est qu'il y a toujours un des joueurs qui a une stratégie gagnante, ou bien les 2 joueurs peuvent assurer une partie nulle. Donc ça, en supposant que les 2 joueurs jouent de manière optimale. Tout à fait. Après, comme on a vu que c'était potentiellement assez compliqué d'avoir cette réponse, de savoir qui est-ce qui a une stratégie gagnante ou est-ce que c'était un nul, on avait regardé une famille de jeux particuliers qui étaient les jeux positionnels et qui couvraient notamment certains jeux qu'on connaissait dans le Morpion. Donc là, dans les jeux positionnels, on a vu qu'en fait, le deuxième joueur avait aucune chance de gagner quand c'était en maker-maker. Si les 2 joueurs essayent de faire la même chose, de fabriquer un ensemble gagnant, le deuxième joueur, en fait, a aucune chance de gagner. Ça, c'est un résultat général. C'est vrai qu'en général, c'est difficile de trouver des stratégies à ces jeux-là. La plupart du temps, on ne sait pas, mais heureusement, on a donné quelques résultats ici sur N in a row, N en ligne, sur le Morpion également. Après, il se trouve que des jeux positionnels, il y en a plein. En fait, on vous en a montré quelques exemples là, mais il y en a évidemment toute une grande famille. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur différentes variantes de ces jeux positionnels et qui essayent, à la fois dans une version maker-maker et aussi dans la version maker-breaker, de trouver des résultats tels que celui qu'on vous a montré là pour N in a row. Voilà, et donc en général, ces jeux sont quand même vite très compliqués à étudier parce qu'il y a l'arbre de jeu est énorme, parce qu'il y a beaucoup de cas à considérer, et du coup, là, les mathématiques commencent à avoir leurs limites, et on va plutôt se tourner vers l'informatique pour essayer d'avoir des solutions approchées. Ce ne sera pas des stratégies exactes, mais avoir des stratégies approchées. On vous rappelle par exemple à l'intelligence artificielle pour essayer de trouver un petit peu des manières de gagner. Donc ce ne sera jamais une solution exacte, mais ça donne quand même une bonne idée de comment jouer. Merci à tous. Merci.